C'est avec un véritable plaisir que j'accueille dorénavant dans le supplément pays, le COSE FAPEG qui s'installe avec Aïssatou Chambaud. Bonjour à vous Aïssatou, comment allez-vous? Très bien, bonjour Kylian, bonjour à l'ensemble des auditeurs de Radio Pays. Merci de continuer cette aventure COSE FAPEG entamée la saison dernière avec Malik Kataye dans la matinale de Radio Pays, où durant ces rendez-vous, 2 fois dans le mois, vous allez nous présenter ces personnes qui font partie du quotidien du corps enseignant. Très souvent, lorsqu'on parle du corps enseignant, on a l'impression de mettre un gros sac dans lequel on met tout et n'importe quoi, et vous allez nous permettre de comprendre ce qu'il y a dans ce sac, de quelle manière il est rangé, et surtout qui le range. Et ce matin, vous avez une invitée. Effectivement, Kylian, merci pour ce lancement. Et puis, c'est un plaisir de se retrouver dans les locaux de Radio Pays pour cette reprise du COSE FAPEG pour cette 2e saison. Donc, effectivement, on va aborder tous les sujets inhérents à l'éducation avec un grand E. Et on va commencer aujourd'hui avec une invitée pour présenter les missions d'un directeur d'école. Savoir, c'est quoi un directeur d'école? C'est vrai qu'on les côtoie au quotidien dans les 147 écoles de Guyane. Ah oui, 147. Ouais, 147 écoles de Guyane. Le bâti, les écoles, les locaux appartiennent aux mairies, oui. mais dans... Oui, tu as l'air oui, non, mais surpris. 147, oui, je suis un peu surpris. Oui, moi, comme je les parcours presque toutes, voilà, je fais le décompte. Je pensais qu'il y en avait un peu moins, c'est pour ça. Voilà, plus sans compter là, je ne comprends pas les collèges et les lycées. D'accord, 147 écoles on parle primaires. des écoles. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va recevoir une directrice d'école, Madame Katia Béché, qui est aussi secrétaire générale de l'ADEC. Bonjour Katia Béché. Bonjour Kylian, bonjour Aïssatou, bonjour les auditeurs de Radio Pays. Donc c'est avec un grand plaisir que je viens ce matin pour partager un petit peu expérience et comment ça fonctionne au niveau des écoles. Alors Katia Béché, comment allez-vous et comment s'est passée la rentrée scolaire pour vous en tant que directrice d'école? Alors ça va. Alors je rappelle effectivement que je suis la secrétaire générale donc de l'ADEG, donc l'association des directeurs et directrices d'école de Guyane. Et bien sûr, j'excuse l'absence de ma présidente qui m'a missionnée aujourd'hui ce matin auprès de vous. Je dirais, Kylian, il a dit tout à l'heure, un mois de septembre éreintant. Ouais. Et pas encore terminé d'ailleurs. Pas encore tout à fait terminé. Donc on est vraiment dans une période intense puisque c'est la rentrée des classes. Donc, il faut accueillir les enfants, mais avant d'accueillir les enfants, il faut accueillir les enseignants. Avant d'accueillir les enseignants, il faut vérifier que tout fonctionne au niveau du bâti, que les travaux ont été réalisés, que le personnel est en place. Donc, en fait, c'est vraiment un gros challenge. Et le mois de septembre, c'est un mois où on dort peu, où on travaille beaucoup. Comme je vous comprends. Donc, un mois de septembre qui commence sur les chapeaux de roue dès le 30 août. Je crois que vous avez repris le 30 août. Tout à fait. Mais en général, le directeur d'école, il reprend pratiquement une semaine avant pour pouvoir bien préparer les choses. Et puisqu'il faut encore, il y a des inscriptions, des admissions qui se font un petit peu tardivement. Et puis, il y a les commandes aussi, parce que ça aussi, on ne peut pas travailler si on n'a pas de matériel. Donc, travailler avec les enfants, ça demande quand même d'avoir un minimum de choses. Donc, il y a tout ça à gérer, on va dire, en amont. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très difficile. Et puis, bien sûr, il faut rassurer les parents, les enfants aussi. Et puis, nous aussi, on doit trouver nos marques vis-à-vis de toute l'équipe et puis de tout l'environnement, toute la communauté éducative. En tout cas, je vous rassure, vous avez l'air en pleine forme, Madame Béché, et ça fait plaisir. Mais dites-moi, donc on est là pour aborder les missions du directeur d'école, de la directrice d'école. Comment devient-on directeur d'école? Alors, c'est très simple, puisqu'en fait, tout enseignant peut devenir directeur d'école. Par contre, il y a, on appelle ça la liste d'aptitudes aux missions du directeur. Donc, en fait, on a besoin de la validation de l'IEN qui donne en général son avis favorable. L'IEN. Suite à ça, on passe devant un jury où on doit expliquer pourquoi on veut devenir directeur et puis on explique aussi son parcours. Alors moi, je pense que à l'époque, donc j'ai passé la liste d'aptitude en 2011. Et en fait, je passais, c'est une collègue, c'était une directrice d'école qui m'a dit, mais ça serait bien que tu deviennes directrice. Je dis, non, je suis bien dans ma classe, laissez-moi tranquille, ça va très bien. Elle me dit, non, on a besoin. Et en fait, c'est comme ça que le cheminement s'est fait. Et puis, donc, j'ai fait ma lettre de motivation, j'ai eu l'avis favorable de mon IEN, et ensuite, suite à ça, vous passez devant un jury, donc composé souvent de directeurs d'école aguerris, inspecteurs, et puis d'autres personnes aussi qui viennent du rectorat, qui peuvent aussi venir en renfort. Donc, voilà. Donc, pour être directeur d'école, il faut d'abord être enseignant. Tout à fait.
On ne Tout peut à pas être fait. directeur si on n'a pas été enseignant. Non, faut passer par D'accord. le cap enseignant. D'accord. Et l'IEN, c'est pour les auditeurs? Alors oui, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale, inspecteur ou inspectrice bien sûr. D'accord. Et est-ce que après être reçu sur cette liste d'aptitudes, une fois que vous êtes reçu en fait, est-ce que vous avez des formations complémentaires, un accompagnement? Alors en fait, j'ai oublié une chose, c'est que effectivement, on peut être inscrit sur la liste d'aptitudes, mais par contre, il faut participer au mouvement, comme on appelle ça, pour pouvoir muter sur un poste de direction. Donc c'est comme le jeu des enseignants qui changent de commune ou qui changent de territoire. Ben c'est la même chose. Donc en fait, des fois, on peut être sur la liste d'aptitudes depuis un certain nombre d'années et ne pas obtenir de poste de direction. D'accord. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà. D'accord. Et bien sûr, j'ai mangé le reste de la question. Les formations complémentaires, est-ce qu'il y a un accompagnement qui vous Oui. permet de mieux comprendre le fonctionnement du poste? Alors en général, on doit être accompagné parce que c'est quand même un nouveau challenge, c'est un nouveau poste. Donc on a 3 formations qui sont mises en place. Alors moi, je parle de mon vécu parce que je suis directrice d'école depuis 2012. Oui. Donc je n'ai pas fait attention s'il y avait d'autres évolutions, mais il me semble que non. On a 3 périodes de formation dans l'année. Donc il y a une qui tombe très tôt, qui tombe au mois de septembre. Donc alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on arrive sur un nouveau poste, mais en même temps on doit aller être formé pour justement appréhender les applications, comment travailler. On parle, la présidente de la FAPEG est là, mais c'est vrai qu'en ce moment, le gros challenge, c'est les élections. Et ça, c'est vraiment un gros morceau qu'il faut quand même pouvoir gérer. Donc ça, c'est un petit peu difficile. Ensuite, on a une période de formation qui se fait au mois de janvier. Et en fait, quand vous êtes en poste, vous avez une formation avant de prendre le poste qui se passe au mois de juin. Cette formation, elle sert à quoi? Parce que c'est quand même impressionnant, hein. On passe de quelque chose de très pragmatique, d'enseignement, à quelque chose d'administratif. Souvent, on ne passe pas directement de quelque chose de très pragmatique à quelque chose de très administratif. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de collègues directeurs. Moi, je suis arrivée en poste, j'avais aussi une classe. Donc, Ah oui, d'accord. il y avait, voilà. Donc, des fois, on passe complètement, on change complètement de domaine où effectivement, on n'est plus dans la pédagogie, donc on rentre un petit peu dans l'administratif, mais parfois, on reste encore enseignant avant de pouvoir passer pleinement au niveau de l'administration. En fait, moi, je pense que quand on parlait de mission, un directeur d'école doit pouvoir gérer les personnels qu'il a autour de lui. Donc, on parle souvent on parle de pilotage, d'ailleurs, dans le langage courant, on parle de pilotage, d'animation, parce qu'en fait, c'est vrai que quand vous devez sortir de la posture de l'enseignant qui est dans sa classe, qui gère ses élèves, même s'il y a des interactions avec les collègues lors des projets communs, etc. Mais vraiment où la personne passe dans un bureau où il est le relais principal, on va dire, de l'inspecteur. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, et là, il doit apprendre à manager donc toute une équipe qui est aussi bien des enseignants, les écoles maternelles, il y a les agents, en plus des agents de service, il y a les ATSEM. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'inclusion, donc on a les AESH. Et bien sûr, malheureusement, nous n'avons plus la possibilité d'avoir vraiment des secrétaires, parce qu'à l'époque, il y avait quand même cette possibilité-là. Mais par contre, on a aussi des services civiques qui peuvent vraiment venir en aide pour pouvoir faire en sorte que l'école puisse fonctionner au mieux. Alors justement, Katia Béché, comment on gère une classe quand on assure à la fois la fonction de directeur? C'est très compliqué. Alors, si je prends mon exemple, quand je suis arrivée sur mon poste, à l'époque, c'était 5 classes. Et sachant que c'était 5 classes, j'avais 25% de décharge. Ça représentait 1 jour par semaine. Donc, 1 jour par semaine, j'étais au bureau pour vraiment faire toutes les tâches administratives. Et les 4 autres jours, vous êtes dans votre classe. Alors, on apprend à gérer parce que la chance que j'avais quand même un CM2, CM1, CM2. Donc, les enfants sont plus autonomes et ça nous laisse quand même, ça nous laisse le temps de gérer un petit peu les deux. Parce qu'il faut savoir qu'on est directeur, même quand on est dans sa classe, on reste directeur quand il y a des besoins urgents. Donc, s'il y a quelque chose, vous devez vous absenter. Voilà, tout à fait. Donc, ça peut arriver qu'on soit obligé de s'absenter. Ça peut arriver parce que s'il y a un souci dans l'école, si vous avez un élève qui se blesse, par exemple, dans une autre, il faut appeler les pompiers. Donc, en fait, il y a tout ce côté-là qui reste... on n'a pas... Être directeur d'école, je dirais, il faut s'adapter. Tous les jours, on s'adapte parce qu'aucune journée ne se ressemble, en fait. Comment sont évalués les directeurs d'école? Parce que les instituteurs, il y a des inspecteurs qui viennent, mais vous expliquez quelque chose qui devient
presque problématique parce que vous êtes directeur, vous avez la gestion administrative de l'établissement, vous êtes enseignante, vous avez la gestion des classes avec le programme qui va à 2000 à l'heure et vous devez équilibrer le tout. Ça se passe comment? Ben, en fait, ça s'équilibre. Après, c'est bien ce que je disais. La chance qu'on a, en général, c'est que bon, la journée, ça permet quand même la journée de décharge ou les 2-3 journées de décharge. Ça dépend de la structure de l'école. Vous permet malgré tout d'organiser les choses. Après, quand on arrive en poste, c'est compliqué de mettre tout ça en place pour justement éviter de pénaliser ses élèves, parce qu'en fait, effectivement, vous avez raison, ça va vite, les programmes, etc. Donc, après, c'est une certaine autonomie, en fait, qu'il faut mettre en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on discute, alors je discute beaucoup avec des directeurs de différents, enfin, sur le territoire de la France en général, et on se rend compte qu'il y a quand même une charge de travail qui est quand même importante. Il y a aussi, on parle mettre beaucoup de charge mentale, etc. Et en même temps, on parle aussi au niveau sécurité et on se rend bien compte que à terme, il va falloir vraiment qu'on se pose des questions, de décharger complètement les directeurs, de faire en sorte qu'ils aient peut-être plus de décharge parce que c'est difficile qu'on arrive, c'est compliqué. Après, au fil des années, on adapte parce qu'on a l'expérience, donc on sait comment gérer. Par exemple, c'est simple. Moi, quand j'avais ma classe, je savais que une fois que j'arrivais le matin, je savais qu'à un moment, je pouvais être dérangée. Ben, ils avaient des exercices, on travaillait beaucoup la logique, etc. Donc, ça me permettait de pouvoir les mettre en autonomie. Alors, c'est un exemple que je prends, mais c'est vrai que des fois, on peut être frustré parce qu'on se dit que on n'a pas le temps de tout faire avec les enfants. Mais en général, ça s'équilibre quand même relativement bien. On comprend en tout cas qu'il faut être très organisé, méthodique, aussi être réactif, savoir improviser. Et vous avez énuméré un certain nombre de missions tout à l'heure. On a l'impression que c'est pas évident du tout. Ça peut paraître un monde pour les parents d'ailleurs. Et donc, comment pourrait se dérouler une journée type d'un directeur d'école? Concrètement, comment vous répartissez vos missions sur une journée? Je dirais qu'un directeur d'école, il a le temps. Il faut qu'il arrive très tôt pour qu'il ait le temps de faire un certain nombre de choses avant. Très tôt, c'est quelle heure pour vous? Moi, en général, à 6h45, je suis à mon travail. Ah oui, d'accord. C'est vraiment très tôt. Après, alors cette année, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. J'arrive un petit peu plus tard. Mais en fait, moi, pour avoir le temps de me poser, c'est vraiment le moment où il y a encore pas grand monde dans l'école, où j'ai le temps d'arriver tranquillement. Alors, j'ai déjà pris mon café, donc je fais le tour de l'école, je vais prendre mon verre d'eau et tranquillement, je consulte les mails, etc. pour voir les choses qu'il y a à faire en urgence, parce que des fois, on en reçoit au fil de l'eau. Et ensuite, une fois que la sonnerie arrive, alors nous, à Rémiremont-Joly, c'est à 7h20, j'essaie vraiment de me consacrer à l'accueil des enfants, parce qu'il est important pour moi de pouvoir accueillir autant les enseignants, les personnels, etc., mais également les enfants, parce que c'est le bonjour du matin, le petit échange, est-ce que tu as bien dormi, ça va, mais hier tu n'étais pas très bien, aujourd'hui comment ça se passe? Bon, et tu me promets que ce matin tu travailles, tu es gentil, enfin bon, parce que c'est quand même beau, pour moi c'est important d'avoir cette interaction-là avec les enfants le matin. Donc j'ai pratiquement 20 minutes où je passe entre la sonnerie de 7h20, donc chez moi les grilles se ferment à 7h40, et après ce moment-là, moi je fais le tour des classes parce qu'il est aussi important de dire bonjour à tous les collègues. Donc ça marche comme ça avec les personnels également qui sont autour de vous, parce que vous avez deux types de personnel. Il y a le personnel enseignant, mais également le personnel qui vous accompagne sur l'administratif. Et quand je dis ça, je prends en compte également les personnes qui s'occupent de la gestion même de l'établissement, les dames de service, les dames de ménage qui sont là. Ça fait énormément de personnes à qui dire bonjour le matin. Oui, mais c'est important. Et toutes ces personnes, sont sous votre responsabilité? Alors, je disais, effectivement, je pense que depuis l'année dernière, donc il y a une loi quand même qui est passée pour renforcer un petit peu, on va dire, l'autorité du directeur d'école au sein de l'établissement, justement parce que effectivement, nous sommes sur le terrain. Donc parfois, il faut pouvoir réagir très vite par rapport à une situation et le temps d'en référer à son supérieur hiérarchique, donc qui est l'inspectrice ou l'inspecteur de l'éducation nationale. Sur le terrain, les choses ont peut-être le temps de se dégrader. Donc depuis l'année dernière, la loi RIAC permet depuis août 2023 d'avoir une autorité fonctionnelle
au sein de l'établissement. Donc ça veut dire que donc je suis là pour voir comment les choses fonctionnent, pour pouvoir réagir. En fait, ça nous permet de réagir plus rapidement parce que pendant longtemps et jusqu'à maintenant, faut savoir que les enseignants sont des collègues, des collègues. On n'a pas de supériorité hiérarchique, mais par contre pour le fonctionnement sur le terrain, pour comment faire en sorte l'aménagement des locaux, qui est apte à prendre tel niveau de classe et pourquoi pas tel niveau de classe, comment on va gérer les enfants à besoins particuliers ou on a des urgences, eh ben, heureusement qu'il y a quand même cette autorité fonctionnelle qui permet, parce qu'on est des managers, qu'on le veuille ou non sur le terrain, c'est obligatoire, puisque tout ce petit monde, il faut pouvoir mettre tout ça en musique pour que ça fonctionne au mieux. Mais moi, je raisonne vraiment en tant que communauté éducative, donc je veux dire, les enseignants, les agents et tout le monde, pour moi, ils ont tous leur importance et il faut tous respecter chacun dans ses missions, dans ses fonctions. Justement, alors comment ça se passe tout cet agencement avec les différents interlocuteurs que sont le personnel, les enseignants, les parents? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Je pense que comme tous, on a un lot de difficultés. Alors après, comme on dit, tout problème a une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. Il faut planifier. Les collègues, ça va, puisque chacun a sa classe. Donc après, il faut voir comment on articule, parce que sur l'année scolaire, il y a aussi les projets, puisque c'est pas simplement être dans sa classe, c'est vraiment participer, avoir une certaine cohésion d'équipe pour participer à différents projets qui peuvent être nationaux, départementaux, ou même inter à l'école. Par exemple, on a cette année, depuis l'année dernière, on a mis en place un marché de Noël. Mais il faut pouvoir donc travailler en amont avec les collègues pour voir comment on met ça en place. Et pareil, on associe aussi les agents qui sont aussi au sein de l'école, qui connaissent les enfants, puisque ils gèrent, en général, on dit qu'ils gèrent que le ménage, mais il y a aussi la restauration scolaire. Et puis même quand il y a des difficultés avec des enfants, alors vous m'excuserez. La directrice, c'est la récréation. Nous sommes dans la réalité du fonctionnement. C'est l'heure de la récréation, c'est le moment où il faut appuyer sur le bouton pour que tout le monde puisse sortir des classes et bien sûr qu'on parle. Donc en fait, c'est la planification, l'organisation à tous les niveaux. Ça demande de la discipline et de la rigueur. Oui. Ouais. Mettez vos casques, mesdames. On a des appels ce matin pour vous. Katia Béché est l'invitée du retour de Causez FAPEG sur Radio Pays dans votre matinale. Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour Kylian. Bonjour Daredevil, comment ça va? Voilà, bonjour Aïssatou et bonjour Katia. Tu vas bien? Alors, déjà félicitations, courage parce que tu as les deux enclumes, tu as les parents, je ne sais pas si c'est marteau ou c'est ton administration qui est marteau et l'autre qui est l'enclume. Donc tu as ça à gérer. Par contre, je trouve quasiment plus les kermesses qu'il y avait à l'école à l'époque où les enfants faisaient des scénettes, des trucs comme ça pour pouvoir faire des créations, parce que maintenant les jeunes sont plus sur le portable et compagnie. Je pense que ce truc-là, on devait le remettre en place, déjà le fait de faire du théâtre, des trucs comme ça, et inviter les parents à voir les productions de leurs enfants, quoi. Je trouve que ça a disparu dans les écoles, les petites écoles. Et la deuxième chose, Katia, courage. Ce parent, il n'est pas facile. Déjà, il est timide, emmerdant, mais il n'est pas qu'à assurer, il n'est pas qu'à venir, sauf quand il est venir, aller, il y a les gourmets qui mettraient ça. C'est ça que je peux vous souhaiter du courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daredevil. Il y a aussi des fois où ça se passe bien avec les parents. Oui, ça se passe parfois très bien. Justement, on parle de ces choses qu'on a connues avant, qui étaient le développement artistique des enfants à travers des activités qui ressemblaient à des portes ouvertes au grand public, aux parents et au grand public de manière générale. C'est possible de faire ça aujourd'hui? Ça existe toujours. Ça existe toujours et comment je vais dire? Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les enseignants, entre guillemets, travaillaient énormément. Il y avait beaucoup de bénévolat et donc s'investissaient et fortement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils disaient avec les parents. Et des fois, quand c'est très compliqué la relation avec les parents, souvent les enseignants préfèrent ne pas faire un certain nombre de choses ou les faire différemment. Je vais prendre... Après, c'est pareil, c'est quand je parle de cohésion d'équipe aussi, ça joue parce que quand vous avez
un enseignant qui n'a pas envie, qui ne souhaite pas faire un certain nombre de choses, c'est compliqué de mettre en place une activité au sein de l'école sans l'aval, parce qu'en fait, systématiquement, ça veut dire que les parents de cet enseignant-là n'auront pas accès à un certain nombre de choses. Donc ça, c'est très difficile. Et puis en même temps, alors, Daredevil parlait des kermesses, mais c'est vrai qu'on organisait énormément de choses, mais on oubliait qu'il y avait le volet sécurité. Oui. Aujourd'hui, il faut faire très ça attention. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Je sais que les assurances dans les écoles ont augmenté. Le prix il a augmenté de manière... c'est incroyable. Ça a beaucoup changé. On est plus sur les mêmes postulats qu'avant. C'est vrai, ça a beaucoup changé parce que le volet sécuritaire n'était pas mis en avant auparavant. Nous pas t'aimer que ça, quoi, ça veut dire. Oui, mais en fait, on faisait parce qu'on avait envie de faire, on ne regardait pas. Par exemple, c'est simple, pour monter un projet, je parlais du marché de Noël, il faut quand même que notre dossier soit monté plus de 2 mois à l'avance. Oui. On a un certain nombre de choses à demander. Donc, c'est vrai que le côté administratif est très, très présent. Beaucoup plus et de je contraintes. pense que, voilà, il y a plus de contraintes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui freine quand même beaucoup de personnes, beaucoup d'enseignants qui ont la volonté de faire, beaucoup de directeurs qui ont la volonté de faire, parce que des fois, je peux vous assurer, on a mené quand même deux gros projets l'année dernière. C'est compliqué parce qu'une virgule qui n'est pas mise au bon endroit, ça peut faire... Et je pense que c'est ça qui pénalise, c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on fait moins de choses. Alors, on continue de faire parce que je crois que c'est important aussi, mais après, comme on veut l'aval du plus grand nombre, des fois, on ne l'a pas. Je vais prendre un exemple qui est simple. Moi, quand je suis arrivée, parce que moi, je suis de l'ancienne école, où c'était quand même important de pouvoir faire un retour aux parents en fin d'année scolaire, d'avoir une petite fête d'école, où les enfants montent sur le podium, et puis vous remettez le petit document, comme quoi il a bien travaillé, etc. Ah, c'était bien ça. Oui. Je l'ai fait pendant des années, mais à un moment, les collègues m'ont dit non, on préfère faire autrement. Donc, en fait, maintenant, on n'en fait plus. Par contre, on a des moments festifs, des moments où on invite les parents, où les parents viennent. Après, moi, je suis tout à fait d'accord dans le sens que je pense que, et ça joue beaucoup sur la communication parents, enseignants, directeurs, il faut ouvrir l'école. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut vraiment ouvrir l'école, permettre aux parents de venir voir une journée, comment ça se passe. Alors, nous, on le fait, il y a des classes qui le font, etc. Comment ça se passe une journée? Parce que des fois, les parents disent « Ah oui, mais c'est passé ça dans la classe de mon fils, mais je comprends pas, l'enseignante, elle n'a rien fait. » Alors, je dis « Mais madame ou monsieur, vous savez, l'enseignante, elle a au moins 25 élèves, donc elle peut pas tout... Et donc, s'ils viennent voir comment ça se passe, ça leur permet d'avoir une idée différente aussi, et puis ça permet de lever des malentendus. Moi, je suis beaucoup sur la communication, et je pense que c'est pour ça, on a des insatisfaits des deux côtés, mais le fait de parler, de communiquer, d'échanger, et moi, quand je fais ma rentrée, on fait une rentrée échelonnée, ça me permet d'avoir le temps de faire un petit mot, notamment pour les CP, parce que vous savez que souvent, c'est pas les enfants qui sont stressés, ce sont les parents. Très généralement, oui. Donc, ce sont les parents qui pleurent. C'est vrai. Ouais. Donc, en fait, c'est bien de rassurer les parents, parce que je crois que ça aussi... Et c'est notre rôle de rassurer le parent, de lui dire, mais on est à votre écoute. Par contre, on vous rappelle que moi, je suis très claire, je dis les choses. On est des enseignants, nous sommes des professionnels. Il peut y avoir, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Venez nous voir, on échange, n'allez pas sur les réseaux sociaux, etc. Venez nous voir, on discute, on parle. Après, on vous explique comment on fait et comment les choses se passent. Donc voilà, donc vraiment, le côté vraiment communication. Et ça, c'est une des missions, je vais dire, premières du directeur d'école, parce que des fois, ça permet de désamorcer quand même pas mal de difficultés. Daredevil nous a effectivement fait remonter un petit peu loin dans le passé avec les kermesses. Il nous a rendu nostalgique. Mais il y en a carrément. Encore. Hein. Mais c'est vrai que très peu, parce que moi, je m'en souviens encore. Il y en a encore. Et cet temps fort-là qui permettent la cohésion au sein de la communauté éducative, on a l'impression que ça manque un peu. Et donc, en parlant de temps fort, mais quels sont les autres temps forts de l'année scolaire? Vous avez parlé des élections, de la rentrée, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y en a d'autres, parce que on parle aussi, on peut parler du conseil d'école, qui est quand même, j'estime que c'est quand même un premier temps fort qui arrive au mois de novembre, puisque là, c'est là où on réunit les parents élus, les élus, et puis les enseignants. Comme ça, on échange sur les projets de l'année, sur le bilan, parce que on a aussi la coopérative scolaire, par exemple, sur comment mettre en place des choses, parce que le règlement qui est souvent modifié. Alors moi, ça dépend des collègues, il y en a qui les modifient avant ou après, etc. Donc il y a ces temps forts-là. Après, je vais dire, aujourd'hui, on a quand même des temps forts importants, puisqu'on a
on a aussi les évaluations nationales et il faut pouvoir partager les résultats avec les parents. Donc les réunions de rentrée, c'est des temps forts. Les réunions où on explique aux parents comment on travaille dans la classe, c'est pour moi aussi des temps qui sont importants, des temps forts. Et puis après, au fil de l'année, je veux dire qu'en fin d'année, c'est la fête, c'est comment on prépare la prochaine rentrée. Alors moi, j'anticipe beaucoup les admissions, etc. Donc je pense que voilà. Mais c'est vrai que là, on est sur... C'est chaud. Oui. Katia Bécher, un peu plus d'une décennie de prise de fonction de directrice, il y a des enjeux, des problématiques qui sont nouvelles, qui sont venues s'intégrer dans votre poste. Notamment, on parle de l'inclusion des enfants handicapés. On parle également aussi des relations avec les parents, parce que en revenant 10 ans en arrière, il y avait une espèce de sacro-sainte relation entre les parents, les directeurs d'école et les instituteurs. C'est-à-dire que leur voix était prépondérante. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé. Vous êtes très souvent pointé du doigt et remis en question. Comment on arrive à gérer le tout, surtout quand on parle, et je reviens dessus, d'enfants handicapés, d'inclusion, et qu'il faut arriver à gérer avec les moyens que vous n'avez pas? Alors c'est vrai que moi j'ai chez moi une unité, donc l'ULIS d'inclusion, donc ce sont des malentendants chez moi. Donc en fait je suis arrivée, ça a été déjà, donc ça permettait de sensibiliser les enfants déjà dans un premier temps, et puis les parents qui arrivaient pour voir vraiment, pour côtoyer au quotidien tout ce qui est situation de handicap. Après, il est vrai que depuis la circulaire de 2005, nous sommes tenus d'accueillir les enfants en situation de handicap. Et je le disais en aparté, des fois c'est pas facile parce que mais il faut aussi se mettre à la place du parent qui a quand même un enfant en situation de handicap, qui a quand même besoin que son enfant soit scolarisé, qu'il y ait des interactions sociales. Et c'est vrai que malgré le fait que ça soit difficile, on prend le temps de discuter, d'échanger, d'essayer de trouver des solutions. Alors parfois, c'est pas simple parce que on a des accompagnants qui ne sont pas qualifiés. Donc ça aussi, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place depuis quelques années où on forme vraiment les AESH. Mais il y a encore, ça fonctionne. Il y a encore beaucoup à faire, mais il faut vraiment qu'on puisse continuer dans ce chemin-là. Et c'est vrai que moi, je pense qu'au niveau, moi, j'ai quand même, je pense que sur l'île de Cayenne, c'est relativement, on arrive encore à combler les choses. C'est peut-être que lorsqu'on commence à aller un petit peu plus loin dans l'ouest, qu'on commence à aller dans les communes de l'intérieur, que ça devient compliqué. Mais bon, je sais que depuis quelques années déjà, on est quand même plus, on fait attention. Au niveau de mes autorités, quand même, font essayer de faire quand même attention à tout ça. Vous avez tout vos personnels, tous vos enseignants? Moi, j'ai tous mes enseignants. Mes enseignants sont en poste. J'ai mes AESH pour mes enfants en situation de handicap, parce que je parlais de l'ULIS, mais on a aussi des enfants qui sont inclus dans en milieu scolaire normal, mais qui ont besoin d'avoir des accompagnements. Mais c'est pas facile tous les jours. Et c'est vrai que des fois, les parents, je peux comprendre qu'ils se sentent démunis, mais en tant que directeur, il nous appartient aussi de les rassurer, de leur donner des pistes. Bon, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une dame il y a 2 jours qui était quand même très contente dans le sens parce qu'elle me disait mais je ne sais pas comment faire. Alors je lui ai expliqué parce que je dis bon, moi j'ai pas d'ULIS comme ça, mais rapprochez-vous il y a au niveau du rectorat, il y a tel service, il y a telle personne, rapprochez-vous d'eux pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et je pense que peut-être que c'est là-dessus aussi qu'il faut mettre le doigt, ou vraiment qu'il y ait des interlocuteurs, on va dire, au plus proche des parents qui en ont besoin. Alors, il y a quand même des choses qui se mettent en place, parce que je sais que maintenant, avec la MDPH, il y a quand même une cellule avec le rectorat où on essaie d'avancer. Alors, je pense que des fois, on pense que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, mais chez nous, on a quand même des choses. Moi, je sais que j'ai des enfants qui sont déjà notifiés. En moins de 2 mois, ils ont leur notification, parce qu'on peut faire les choses en ligne. Et ça aussi, c'est quand même un plus qu'il faut noter. Donc les choses avancent quand même positivement, et ça il faut le noter, parce qu'il n'y a pas que du négatif à l'école. Oui. Merci beaucoup Katia Bécher d'être venue ce matin sur Radio Pays. Vous faites un métier extraordinaire. Et une toute dernière question, comment inciter ceux qui, un peu comme vous, étaient récalcitrants à l'époque, à devenir directeur? Enseignant.
déjà Bah, enseignant oui, et c'est à pas mal, s'engager oui. dans la profession, puisqu'on sait qu'il en Alors manque. enseignant, et ensuite directeur. je suis peut-être pas le bon exemple, mais j'avais toujours voulu être enseignante. Donc quand je suis revenue chez moi, je me suis dit mon objectif c'est de devenir ça. Donc j'exerce le métier que j'ai toujours voulu faire et donc je pense que ça c'est aussi un plus. Après, je peux vous dire que tous les jours, je vois les collègues, je dis mais il faut prendre une direction d'école, il faut prendre une direction d'école. Mais la tâche est lourde. Et je peux comprendre parce qu'on parlait de leader, de manager et en fait le directeur d'école. Alors beaucoup de collègues n'aiment pas cet exemple-là. On est souvent seul, mais moi j'ai pas envie qu'on m'apporte des oranges là où vous savez. J'ai envie de les acheter moi-même pour prendre une expression de mon inspectrice. Donc en fait je fais très attention à tout ça, mais ça demande beaucoup de abnégation et on refuse un certain nombre de choses. Merci beaucoup pour l'invitation, court et intense. Mais merci. Merci avec beaucoup. plaisir. Merci beaucoup Aïssatou. De retour dans 2 semaines, c'est ça? Oui, dans 15 jours, on se revoit, Kylian. J'espère que ce sera avec un grand plaisir pour toi. Toujours plaisir partagé sur ton créneau. Oui, avec cet univers de l'enseignement et du corps enseignant. On va vous le faire découvrir tout au long de la saison sur Radio Pays avec la FAPEG. On parlera également des élections parce que oui, effectivement, c'est vrai que c'est le temps fort du moment. On est sur les chapeaux de roue sur le terrain. D'ailleurs, hier, on était à Saint-Georges. Cet après-midi, moi, je retourne à Kourou. Il y a les équipes sur le terrain et vraiment inciter les parents à s'impliquer dans la scolarité de leurs enfants, dans la vie des établissements. Pas forcément dans la scolarité un petit peu, mais surtout la vie des écoles, des collèges, des lycées. C'est important de comprendre comment tout ça fonctionne.